Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition consacrée aux provinces. Voici les titres. Situation épidémiologique d'Ebola à Boulapé dans le Kasaï. Pas de nouveaux cas depuis 15 jours, mais 53 cas ont été confirmés, 32 décès, 11 cas probables et 17 patients sont guéris. Vous aurez la confirmation du directeur général de l'Institut national de santé publique dans ce journal. À la découverte de la province du Kwango dans ce journal, plusieurs sites touristiques sont méconnus du public. Le cas du cimetière Tingi Tingi abritant les tombes des 15 explorateurs belges disparus en 1909. C'est à suivre dans ce journal. Bienvenue, Madame, Messieurs. Situation sécuritaire à Kipushi dans les Haut-Katanga. La vice-ministre de l'Intérieur a séjourné dans cette partie du territoire national. D'autres détails dans ce reportage. Solliciter l'implication du gouvernement de la République pour les retours de la quiétude dans plusieurs villages de Kipushi dans le Haut-Katanga menacés par l'insécurité, c'est la mission qui conduit une délégation des Autochtones au bureau de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. Quelques minutes ont suffi à cette délégation pour détailler les grandes préoccupations des Congolaises et Congolais de ce coin à la deuxième personnalité de la territoriale, en ce qui concerne notamment le déploiement de forces de l'ordre pour maintenir l'autorité de l'État. Nous sommes venus voir l'Excellence, Madame la ministre de l'Intérieur, pour lui solliciter son explication par rapport au désordre et à l'insécurité qui règne dans nos trois villages, Kintu, Kipili, Makaya. Pas de réaction, sans réaction dans le niveau local. Nous sommes suggérés de monter au niveau national pour dénoncer ce genre de sécurité. Et voilà que nous sommes venus. Elle nous a rassuré qu'elle va nous accompagner jusqu'à la dernière énergie. Doléance notée, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a fait part à ses hôtes des efforts quotidiens du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour maintenir la paix sur toute l'étendue de la République et dans le Haut-Katanga en particulier. Elle a bouclé son message par un appel à la mobilisation totale à Kipushi contre l'agression rwandaise. Les constructions anarchiques érigées le long de la rivière Funa et de ses affluents sont à la base de nombreuses inondations, observées notamment sur Triomphal, également sur l'avenue des Huileries, dans les communes de Lingwala, Kinshasa et Kasavubu, pour ne citer que celle-là. Le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers le ministère des Infrastructures, prévoit de procéder à des démolitions dans les tout prochains jours, nous dit Gaëtan Magalano dans ce rapport. Ces constructions illégales perturbent le coulement normal de eau en rétrécissant le liminaire de la rivière. Sur place, on peut constater de fondations de maisons privées construites en matériaux durables. Au-delà de ces constats amers, la rivière Funa est également transformée par la population en une véritable décharge immondice, ce qui bloque complètement la circulation normale de eau. Pour résoudre ces problèmes, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Alain Tshilungu, agissant sur instruction du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, a ordonné la distribution de mises en demeure aux propriétaires de parcelles concernées. L'objectif est de faire appliquer la loi. Après consultation de la division urbaine, de l'urbanisme et du service de cadastre, qui ont fourni les informations nécessaires, l'option de la démolition est désormais irréversible. Conscient de la gravité de la situation, le riverain appelle les autorités à agir rapidement pour sauver de vies qui s'y perdent à chaque épisode de forte pluie. Rivière Oyo, tobandaki kozindate, bato bakoma bwaka basalite belé. Peut-être canalisation maille. Mais je pense si l'État trouve bon qu'il y a qu'au recadrer rivière, ça sera une bonne chose. À ce stade, il ne reste plus qu'au ministère provincial des Infrastructures et Travaux publics de passer à l'action afin de trouver une solution durable aux inondations récurrentes dans cette partie de la capitale. Un ouf de soulagement pour les élèves du complexe La Providence à Chikapa dans le Kasaï. Après l'écroulement de leur école dans les ravins Sokajik, de triste mémoire, un nouveau bâtiment a été construit et inauguré à la grande satisfaction de ces élèves. Émotion, choc, tristesse, désespoir sont ces sentiments qui ont gagné le cœur de tous les habitants de Chikapa les jours que le bâtiment du complexe scolaire La Providence venait d'être englouti par l'érosion Sokajik
des tristes mémoires. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation de l'enfant congolais son cheval de bataille, Boniface Mukenge Ngalamulume, alias Djomali, vient de construire un nouveau bâtiment pour faciliter l'éducation des enfants kassaïens qui effectuaient de longs trajets pour apprendre. Prenant la parole, le sous-prophète Jean Bakadimouna a remercié le promoteur de cette école qui accompagne le président de la République dans sa vision pour l'encadrement meilleure éducation de la jeunesse congolaise. Grâce à votre vision, votre courage et votre détermination, ces bâtiments modernes voient le jour aujourd'hui et deviennent un patrimoine durable au service de l'éducation de nos enfants. Denis Kalumbu, administrateur de cet établissement, dévoile ici la mission de cette école. Nous avons non seulement la mission de bien former les enfants dans les meilleures conditions d'apprentissage, mais aussi celle de diminuer le chômage d'un nombre important de cadres congolais à la recherche de l'emploi. De son côté, Gérard Mundeke, ministre provincial de l'enseignement, promet l'accompagnement du gouvernement provincial tout en félicitant l'initiateur de cette œuvre. Pour rappel, ce nouveau bâtiment qui vient d'être inauguré ce jour remplace l'ancien qui a été englouti par les réseaux Sokaji de tristes mémoires. L'Agence congolaise de l'environnement a désormais une direction provinciale à Mbujimayi pour le Grand Kasaï. Cette direction a été ouverte officiellement par le gouverneur de province. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouibouakapo, a présidé jeudi 9 octobre 2025 la cérémonie officielle d'installation de la direction provinciale de l'Agence congolaise de l'environnement ACE pour le Grand Kasaï. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs autorités provinciales. Après la prière par le bishop Kobin Chibanda et le mot de bienvenue de la bourgmestre de la Kanchi, le directeur général de l'ACE, Jean-Claude Emene Elenga, a présenté la mission et la vision de l'Agence congolaise de l'environnement. L'ouverture de la direction provinciale de l'Agence congolaise dans le Grand Kasaï offre une opportunité pour nos techniciens et scientifiques, car ils peuvent s'organiser en bureau d'études environnementales en vue de réaliser les études environnementales et sociales dans ces provinces respectives. Dans son discours, le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouibouakapo, s'est dit satisfait de voir le Kasaï oriental être la province pilote pour la mise en œuvre de cette direction pour le Grand Kasaï. Il a invité tout le monde au respect de l'environnement. C'est par la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de la direction de l'ACE Grand Kasaï et par une photo de famille que la cérémonie a pris fin. Et le gouverneur du Kasaï oriental était aux installations de la cimenterie des Katanda en pleine construction. Jean-Paul Mbouéboué voulait s'assurer de l'évolution de ces travaux. L'autorité provinciale du Kasaï oriental a effectué mercredi 8 octobre 2025 une visite d'inspection des travaux de construction de la cimenterie des Katanda à Kabwe. À son arrivée, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, Jean-Paul Mbouibouakapo a été salué par les autorités territoriales des Katanda et les responsables de la cimenterie. Après les honneurs militaires, le gouverneur de province a été conduit dans la salle de réunion de la base vie pour une séance de travail. Juste après, Jean-Paul Mbouibouakapo et sa suite ont visité les installations de cette nouvelle usine guidée par le directeur général Lé sous les explications du DGA Nicolas Katende. Après cette ronde d'une heure, le DGA Nicolas Katende a dit à la presse que les travaux exécutés sont déjà à 70%. Il reste seulement les rassemblages pour monter l'usine. Quant à la production du ciment, les premiers sacs apparaîtront fin mars 2026. Il a formulé
les difficultés qui retardent les travaux. Parce que vous savez que la province du Kasaï oriental est au centre de la République démocratique du Congo. Nous, pour acheminer les matériels jusqu'ici, on doit passer au moins 2 provinces, le Haut-Katanga et le Haut-Lomami. Et par la route que nous empruntons, nous avons aussi des difficultés par rapport au pont. Le gouverneur de province s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Il a demandé à la population de soutenir le chef de l'État, initiateur de ce projet ambitieux. De pouvoir accompagner le chef de l'État à travers les efforts qu'il est en train de faire. Nous sommes en train de réaliser cette usine de cimenterie dans notre province du Kasaï oriental. Nous sommes sur le terrain, nous avons vu l'évolution. En tout cas, l'évolution est bonne et nous en sommes vraiment satisfaits. Un soutien de taille au programme de la gratuité de l'enseignement. Près de 2000 élèves ont bénéficié des kits scolaires pour leur scolarisation. Une contribution du député national Eddy Mundela. Regardez. Le territoire de Kabea-Kamwanga était dans l'effervescence dans le secteur de l'éducation. 2000 élèves de 3 grandes écoles de ce territoire ont bénéficié de kits scolaires de la part du député national Eddy Mundela Kankou. Visiblement, le besoin était criant et bien cerné. Cet acte émouvant n'a pas laissé indifférent le bénéficiaire. À tour de rôle, le député Mundela était au village Macha, à l'école primaire Chikoba, à Kenankuna. Il a visité l'épée Albert Mundela, une école de 14 salles, plus la direction, construite sous fonds propres. Le lit de Kabea-Kamwanga s'est aussi rendu à Benachimpi, à l'école primaire Mwauka. Il a clôturé sa tournée à l'épée Kasongambalanga. Nous avons fait une distribution de sacs à dos, de cahiers et de stylos aux élèves et quelques élèves ont bénéficié aussi des uniformes. Dans les soucis de booster le métier dans ce coin du Kasaï oriental, les députés de Kabea-Kamwanga avaient aussi dans sa gibecière quelques machines à coudre avec accessoires pour l'encadrement de jeunes qui s'intéressent à la couture. En fait, je remercie d'abord l'honorable d'avoir passé quand même au fil de Kabea-Kamwanga. L'occasion faisant les larrons, il a aussi remis publiquement le motto promis aux membres du Conseil de sécurité du territoire, le magistrat, le représentant de l'Agence nationale de renseignement et la police nationale congolaise. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, situation épidémiologique d'Ebola à Boulapé dans le Kasaï. 53 cas ont été confirmés, 32 décès, 11 cas probables et pas de nouveaux cas depuis 15 jours et 17 personnes sont guéries. Ces données ont été rendues publiques par Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de la santé publique lors d'un point de presse à Kinshasa. Rodé Panda a assisté à ce point de presse. Pas un seul nouveau cas de maladie à virus Ebola durant ces 15 derniers jours. Cette situation épidémiologique d'Ebola, évaluée après la descente du ministre de la Santé publique à Boulapé, épicentre de cette maladie dans la province du Kasaï, a été présentée par le directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP, le docteur Dieudonné Kazadi Mwamba, lors d'un point de presse tenu le samedi 11 octobre 2025. Le bilan sur l'évolution est favorable. 54 cas confirmés, 32 décès, 11 cas probables. La létalité tourne autour de 60%. À ce jour, 17 patients sont guéris, a déclaré Dieudonné Mwamba. Nous sommes aujourd'hui au 15e jour où on n'a pas enregistré un nouveau cas confirmé et qui nous donne une certaine perspective dans le contrôle de cette épidémie. Concernant les actions de riposte, le DG de l'INSP a précisé. La coordination de cette épidémie est sous l'INSP à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP. Nous avons déployé le système de gestion de l'incident, délocalisé au niveau de l'épicentre à Boulapé. Les actions de réponse sont en cours, que ce soit pour la surveillance, avec un suivi journalier des contacts et des investigations concernant les alertes sont en cours. Le 8 octobre, son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, au niveau de l'épicentre à Boulapé pour voir les actions, comment se mener la riposte. Donc son Excellence, il a encouragé les équipes. Plus de 2800 contacts ont été identifiés, parmi lesquels
1500 ont été suivis pendant 21 jours et 789 sont encore en cours de suivi. Pour le directeur général de l'INSP, les mesures d'hygiène essentielles doivent être observées et respectées pour prévenir toute propagation du virus. Une autre maladie qu'il faut éliminer, c'est le paludisme. Un atelier régional s'est tenu ici à Kinshasa afin d'accélérer l'élimination de cette pathologie. Les femmes enceintes et les filles sont les cibles, nous dit Toto Sungu dans ce reportage. Lutter contre le paludisme en intégrant l'approche genre sur le pari du projet WEV, Femmes accélératrices de la victoire vers l'élimination du paludisme. Ce programme sous-régional, soutenu par le Fonds pour l'équité du genre, est mis en œuvre par Speaker en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Objectif, renforcer les 16 organisations communautaires dirigées par des femmes, dont 10 de la République démocratique du Congo, pour mener un plaidoyer plus fort, transformer les politiques de santé et surmonter les obstacles liés au genre dans la lutte anti-paludique. Si nous plaçons la femme au centre de la riposte, elle pourrait faire entendre sa voix en faisant prendre en compte ses besoins spécifiques dans les politiques qui sont élaborées, ce qui peut, n'est-ce pas, sur terrain, se traduire par une facilité d'accès aux services de lutte contre le paludisme pour la femme. À travers cet atelier de lancement, il est aussi question d'élaborer une stratégie d'intervention communautaire en impliquant les femmes et jeunes filles comme actrices clés, notamment dans les zones à forte prévalence du paludisme. Le paludisme affecte majoritairement les femmes enceintes et les enfants de 0,5 ans. Donc il était important pour nous que les femmes prennent une place assez importante dans la lutte. Avec le projet WEV, la RDC espère franchir le cap dans la lutte contre le paludisme en valorisant le leadership féminin comme levier essentiel pour sauver des vies et bâtir une santé communautaire plus équitable. Et la Caisse nationale des péréquations s'active pour la validation de sa feuille de route 2025-2028 à travers un atelier ouvert ici à Kinshasa. Cette structure étatique entend assurer la solidarité nationale entre les provinces territoriales décentralisées. La correction des disparités de développement entre les provinces à travers la validation d'une nouvelle feuille de route budgétisée 2025-2028 constitue l'enjeu principal de cet atelier qui réunit les experts de la Caisse nationale de péréquation, de la primature et des différents ministères avec l'appui technique du PNUD. Conformément à ses missions régaliennes, cette structure étatique entend assurer la solidarité nationale entre les provinces et les autres entités territoriales décentralisées. Nous avons demandé à ce que nous soyons accompagnés quand même par le PNUD pour que le PNUD se rende compte aussi des réalités. Et évidemment, après la toute première rencontre, nous avons décidé de commencer un atelier avec cette feuille de route qui est très très importante. Et vous allez remarquer que dans cette feuille de route, l'opérationnalisation, elle est financière. Elle est beaucoup plus financière au sein de la Caisse nationale de péréquation. Ça signifie tout d'abord comment implanter les différentes agences de la Caisse nationale de péréquation dans les différentes provinces et ETD. Le PNUD s'engage à mobiliser d'autres partenaires aux côtés du gouvernement afin de rendre opérationnelle cette caisse. Nous sommes engagés lors de ces ateliers-là à accompagner la Caisse nationale de péréquation pour mobiliser davantage de partenaires et de faire de l'enjeu de la péréquation un enjeu national décliné dans son plan national stratégique de développement. Lancé ce lundi, cet atelier rassemble l'ensemble des parties prenantes institutionnelles autour de la Caisse nationale de péréquation. Et au Maniema, le gouvernement provincial a décidé d'équiper les services de sécurité et les entités décentralisées avec plus de 40 motos, une façon de faciliter la mobilité des agents de ces services importants de la province. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabakobi Moïse, a présidé une double cérémonie ce lundi 13 octobre 2025 à la tribune centrale de Kindu. La première cérémonie était axée sur la présentation des 5 criminels bandits à main armée et la seconde a concerné la remise des motos neuves octroyées aux associations des motards et aux entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, nous venons de distribuer 41 motos. À raison de 31 motos pour les services de sécurité des territoires,
responsables des services déconcentrés, c'est-à-dire les AT, et les responsables des ETD de la ville de Kindu, c'est-à-dire les bourgmestres. Et un deuxième lot de 10 motos pour les motards dans le cadre des taxes conventionnelles. Tenir compte de la recommandation de la population, je pense que le signal fort que nous devons donner dans ce domaine-là, c'est de voir comment on peut extrader les plus grands bandits, les plus grands délinquants, pour les amener dans des prisons plus sécurisées dans d'autres provinces du pays. Nous pouvons profiter de l'occasion pour féliciter déjà les services de sécurité de la ville de Kindu, parce que la population constate que la sécurité s'est améliorée sensiblement. Avant, on assistait à 10 ou plusieurs cas de viols et de vols par jour. Aujourd'hui, on passe des semaines entières sans qu'il y ait des cas de vol. Et dans les Lualaba, 11,6% de recettes ont été réalisées par la Direction générale des douanes par rapport aux assignations attendues. Et ceci rien que pour le mois de septembre. D'autres explications dans ce commentaire. Plus de 813 milliards contre 696 milliards de francs congolais, soit 116,78% réalisés par la Direction générale de douanes et accises en termes de recettes des assignations douanières rien que pour le mois de septembre. Dans la concrétisation des instructions et orientations de travail du directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Moussangou, la direction provinciale douanière de Lualaba y a apporté une part importante avec des assignations réalisées au-delà des prévisions. C'est donc un appui majeur à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, concrétisée dans le strict respect des instructions et orientations du directeur général Bernard Kabese Moussangou. Ces prouesses sur les assignations de chaque mois sont le fruit d'une bonne politique de mobilisation des recettes et la bonne gouvernance financière imprimée par le directeur provincial Pambou Narcisse après environ une année à la tête de la direction provinciale. La collaboration et les partenariats entretenus avec les opérateurs économiques, mais aussi la rigueur imprimée sont la résultante de ces exploits qui rencontrent les soucis de la gouverneure du Lualaba et accompagnent la matérialisation des 6 axes de développement du président de la République pour son second quinquennat. Cette mobilisation financière n'est pas passée inaperçue au cours d'une séance d'évaluation. La structure d'organisation ouvrière Congo Panorama, les ambassadeurs du travail du coordonnateur Mathias Lumbu a reconnu à juste titre les efforts de ces fonctionnaires de l'État qui portent désormais la qualité d'ambassadeur du travail. C'est donc un mérite reconnu par les partenaires syndicaux. Voilà, vous avez corrigé avec moi, c'est 116% et non 11,6% comme nous l'avons dit. Dans le cadre de la promotion de la paix à travers le tourisme et la culture dans la province du Nord Kivu, a bouclé les activités de l'élection au Miss Taille 2025 tôt ce matin de lundi dans la ville de Butembo. Cette édition a réuni des candidates venues de Lubero, de Butembo, mais également de Beni. D'autres détails dans ce reportage. Devant un jury et un public important, des Butembo et environ réunis au restaurant Village Royal, 9 candidates venues de Lubero, Beni et Butembo défilent pour différentes prestations, notamment la démarche, l'expression des messages de la paix et du patriotisme à travers certains scénarios symboliques. À l'issue des appréciations et de la délibération, la couronne de la beauté a été remportée par Esther Kavuo-Nyonyo, représentante du territoire de Lubero. Ça me suscite d'être toujours courageuse et de croire en soi-même. Tous les habitants de Lubero, Beni et ailleurs, d'être forts, d'être rassurés que tôt ou tard, on aura toujours. Parrainé par le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous l'organisation du Salon Francisca de Butembo, cette élection Miss Taille à Manikwetu Nord Kivu 2025 est un moment de dénoncer l'insécurité et prôner les valeurs culturelles et touristiques nationales, déclare le délégué du gouverneur militaire, l'abbé Patrick Kassolene, conseiller à charge des relations avec les forces vives du gouvernement provincial. Cette compétition est bien plus qu'un événement culturel. Il est le reflet d'une province qui choisit de croire, de créer et de se relever. Il est le symbole d'une jeunesse résiliente
qui refuse le silence, qui revendique sa place et qui incarne l'espoir d'un avenir apaisé. Madame Zawadi Bissomeko, représentante des organisations féminines à cette cérémonie, salue cette valeur accordée à la beauté féminine pour être ambassadrice de la paix tant souhaitée à l'est de la RDC. Des cadeaux et des occasions de voyage sont ainsi offerts aux lauréates de la première à la 9e. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, à la découverte de la province du Kwango, la chute de Ngulungulu dans les territoires de Kasongolunda, la chute de Kinkunzi Malambo sur la rivière Kwango ou encore le cimetière de Tingi abritant les tombes de 15 explorateurs belges disparus en 1909. Ces sites et tant d'autres vous font découvrir la province du Kwango. Admirez la beauté de cette province dans ce document. Située à seulement quelques kilomètres de la capitale Kinshasa, la province du Kwango se dresse comme un véritable trésor naturel et économique. Avec ses 89 974 km² de superficie et une frontière de plus ou moins 1500 km avec l'Angola, cette terre regorge de paysages époustouflants, des chutes d'eau majestueuses et d'un potentiel touristique encore méconnu qui attend patiemment d'être mis en valeur. Les 5 territoires du Kwango, Feshi, Kaemba, Kasongolunda, Popokabaka et Kenge, abritent des sites touristiques à couper les souffles, témoins d'une richesse naturelle et culturelle exceptionnelle. Parmi eux, la chute Guillaume de Tembo, dont le territoire de Kasongolunda se distingue. 3 cascades qui se rejoignent en une seule, marquant la frontière entre la RDC et l'Angola. La chute de Ngulungulu, dans le village Kimbalatouana, groupement Muningumba, dans le territoire de Kasongolunda. La chute de Tsakalamvidia, située à une 60aine de kilomètres de la ville de Kenge, impressionne par sa cascade plongeant dans une grotte mystérieuse. La chute de Kikundi Malambo, sur la rivière Kwango, à près de 100 km de Kenge, interrompt la navigation et impose le respect de la nature. Les cimetières de Tingi et de Zassimwadi, abritant les tombes de 15 explorateurs belges disparus en 1909, ou encore le monument de la pleureuse, érigé à Kenge en mémoire des massacres du 5 mai 1997, rappelle la mémoire de peuples et des luttes. À côté de ces richesses naturelles et mémorielles, la province regorge d'un patrimoine faunique considérable, notamment à travers la réserve de chasse de Swakibula, qui s'étend sur plus de 140 000 hectares. Pourtant, malgré cet inventaire impressionnant, le Kwango reste un endormi. Ses atouts touristiques et économiques demeurent encore sous-exploités. Ces vastes terres fertiles propices à l'agriculture et à l'élevage pourraient faire du Kwango un grenier agricole pour les pays et ces espaces verts une destination rêvée pour les amoureux de la nature. Voilà, et dans le Nord Ubangi, l'Union sacrée veut conjuguer les efforts ensemble avec les partis politiques membres de cette plateforme. Le gouverneur de province a initié une rencontre avec les représentants des différents partis politiques. D'autres détails dans ce reportage. En sa qualité de président du Conseil provincial de l'Union sacrée de la Nation branche du Nord Ubangi, le gouverneur de province, Maître Jean-Bosco Kotongo Amphio Bato, a présidé ce samedi 11 octobre 2025 la toute première réunion avec le président interfédéraux et fédéraux de tous les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée dans la province. Au cours de cette rencontre déroulée dans la grande salle du motel Nzekele à Badrité, il a été question de mettre sur pied une commission qui va désigner un secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée dans le Nord Ubangi et son adjoint. Au sortir de la salle, le gouverneur de la province du Nord Ubangi et président du conseil provincial de l'Union sacrée, Maître Jean-Bosco Kotongo Amphio Bato, s'est exprimé en ces termes. D'abord, je dois dire que je suis vraiment heureux d'avoir présidé la première réunion qui a regroupé tous les partis politiques et les regroupements politique de l'Union sacrée. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et au cours de cette rencontre, nous avons pu mettre sur pied une commission constituée de fédéraux et d'interfédéraux qui vont devoir se mettre ensemble pour nous désigner le secrétaire exécutif et ses adjoints qui devront désormais prendre les choses en main pour le bon fonctionnement et l'organisation de l'Union sacrée au sein de notre province. Et plus de 300 membres viennent de rejoindre Agir pour le Congo, un parti politique membre de l'Union sacrée. Ces membres ont adhéré à ce parti politique à partir de la province du Bazouélé.
Bouta, le chef-lieu du Bazouélé, a vibré au rythme d'un événement politique de grandes envergures. Plus de 341 nouvelles personnalités ici de tout horizon, entrepreneurs, universitaires, notables et ouvriers ont fait le choix d'intégrer officiellement le parti Agir pour le Congo, AGPC, la formation politique de la sénatrice Carole Aguito, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Cette adhésion massive est qualifiée d'historique pour cette machine de l'Union sacrée dans le Bazouélé. Elle est perçue comme une reconnaissance sans équivoque des actions de développement concrètes menées par la sénatrice Carole Aguito dans la province, des actions qui, selon ses partisans, matérialisent sur le terrain la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présent à la cérémonie, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Jean-Pierre Maziaboula. Prenant la parole au nom de nouveaux membres, le chef de travaux Victor Tabou a insisté sur les motivations de ces choix politiques. Que notre adhésion à Agir pour le Congo, AJPC, est une reconnaissance de l'action concrète et du développement sans faille de la sénatrice Carole Aguito, qui a transformé les promesses en réalité palpables dans notre province, en parfaite synergie avec la vision d'émergence portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet événement consolide la base politique de l'AGPC et envoie un signal clair. La population du Bazouélé s'érange derrière le programme de la sénatrice Carole Aguito qui matérialise la vision du chef de l'État pour la transformation et le développement de la province du Bazouélé. L'année académique 2025-2026 a été ouverte à l'Université Congo. Les autorités de cet institut appellent les étudiants à prendre les études au sérieux car leur avenir en dépend. Reportage. L'Université Congo UK a réouvert ses portes pour l'année académique 2025-2026. Plusieurs nouveaux étudiants ont pris leur inscription dans cette université. Ils sont venus des différents coins de la République démocratique du Congo, même de certains pays africains. 3 temps forts ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord, la leçon inaugurale faite par le professeur Eric Kisonga sur les sciences et la géologie et le professeur Mabika qui a parlé des sciences informatiques et de l'intelligence artificielle. Ensuite, le mot d'ouverture du recteur de l'ICA, le professeur Germain Kounamaba, qui a mis l'accent sur la qualité de l'enseignement dispensé dans cette alma mater. Enfin, le port de toge au docteur Josué Zanga. L'année académique renouvelée, une vision clarifiée et une détermination ferme à poursuivre notre mission éducative et sociale avec encore plus de rigueur, plus de créativité et de foi dans l'avenir. Et le vœu de bienvenue à toutes les étudiantes et à tous les étudiants nouvellement inscrits à l'Université Congo. À noter que l'Université Congo continue à recevoir les étudiants désireux de prendre leur inscription dans cette alma mater. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal d'Angèle Mabiala-Landou en son nom et au nom d'André Njeka Rodépanda, Patricia Ungu, Yannick et Yangumba. Nous vous remercions de l'avoir suivi. 20h, Anita Luamba sera là pour d'autres faits marquants de l'actualité de ce lundi. D'ici là, très bon suivi des programmes sur nos antennes.